Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Rwanda, émission organisée en marge du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que ce sommet a été consacré beaucoup plus au rôle de la femme sur le continent. Et justement, c'est de cela qui sera question dans cette émission. Nous sommes déjà avec nos invités et le thème du débat, c'est quelle est la place pour la femme africaine pour un développement inclusif du continent. Les invités sont déjà avec nous, ils sont 4. Il s'agit d'abord du professeur Justine Difo-Tchoukam, elle est coordonnatrice Afrique centrale francophonie pour l'égalité femmes-hommes. Madame Tchoukam, merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, Madame Ngone Diop, elle est conseillère principale en genre à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci beaucoup, Madame Diop. Vous venez du Sénégal. Également avec nous, Madame Lucie Assouagor, elle est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle vient du Cameroun. Merci beaucoup, Madame. Je vous remercie. Également avec nous, une conserve, journaliste. Elle officie ici sur place au Rwanda. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour moi. Et voilà ceux qui sont avec nous, mais ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui sont quand même présents dans cette émission, c'est bien entendu vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous envoyer vos réactions et poser des questions aux invités sur ce plateau par des adresses qui s'affichent au bas de votre écran, ua2016@africa24tv.com, ua2016. @africa24tv.com. Également pour les férus des réseaux sociaux, c'est le hashtag Africa24. Merci, merci. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration. C'est signé la rédaction d'Africa24. La bataille pour une participation égale des hommes et des femmes aux affaires politiques reste l'un des défis majeurs des États africains. Avec l'Union africaine, des avancées significatives ont été enregistrées. En 2004, la conférence des chefs d'État de l'Union africaine avait adopté une déclaration solennelle en faveur de l'égalité entre hommes et femmes dans les instances de décision et au niveau des postes électifs. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement de cette équité ? Au Cameroun, par exemple, les femmes s'imposent davantage en politique, comme l'illustre le pourcentage des femmes notamment à l'Assemblée nationale. Le Cameroun est sur le chemin de la parité depuis le vent de 90 avec la libéralisation des associations, la liberté d'association, avec la liberté d'expression, avec la liberté des mouvements associatifs. C'est grâce à cet environnement institutionnel favorable que le Cameroun est passé de 13% de femmes à l'Assemblée nationale à 31,1% de femmes. Et au Sénat, il y a 21% de femmes pour le premier mandat, alors que depuis l'indépendance du Cameroun, aucune institution publique qui permet l'accès par la voie des élections n'avait encore atteint plus de 13-15%. La question du genre préoccupe le gouvernement camerounais qui a mis en place plusieurs mécanismes facilitant l'accès des femmes aux instances de prise de décision. On peut citer le code électoral qui encourage l'enregistrement des femmes sur les listes électorales et la gratuité de l'école primaire. Le gouvernement dans ses actions est soutenu par plusieurs associations à l'instar d'Horizon Femmes qui luttent contre les inégalités sociales à l'égard de la femme. Nous, Horizon Femmes, on fait plus sur le plan communautaire. Nous avions aussi également des projets qui sont... On peut les considérer comme des mécanismes parce que ce sont des actions qui promettent les droits, le respect et la promotion des droits des femmes. Par exemple, Horizon Femmes a mis en œuvre en 2011-2012 un projet appelé Élections au féminin. Ce projet également a permis de mobiliser et de former les femmes en voie dans un âge de vote, de pouvoir participer aux élections. Outre le Cameroun, c'est le Rwanda qui s'est illustré au mieux en matière de parité, surtout à l'Assemblée nationale, avec 51 sièges occupés par les femmes sur un total de 80 en 2013. Et grâce à ces élections législatives, le pays se trouve au premier rang du classement mondial de l'Union interparlementaire des femmes. Au Togo, le pourcentage actuel des femmes à l'Assemblée nationale est estimé à 18,7% pour 17
sièges contre 91 au total. Au gouvernement, ce taux est beaucoup plus faible. On enregistre 4 femmes ministres contre 19 hommes, soit un taux de 17,40%. Un taux relativement faible selon le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D. La politique, ça prend au sein des partis. Les partis sont les fabricants des leaders politiques. Si les partis ne fabriquent que des hommes, nous n'aurons que des hommes leaders politiques. Au niveau du gouvernement, nous n'avons pas fait d'efforts à la constitution du dernier gouvernement. Il y a une forte régression. Aujourd'hui, nous avons 4 femmes sur 24 ministres, ce qui n'est pas du tout bon pour l'image du Togo. Au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons toujours une seule femme. Hein, c'est toujours pas bon. Il faut donner les bons signaux, encourager la jeune génération de femmes à se préparer pour construire l'Union africaine qui se veut être une Union africaine qui défend les droits des femmes. Sur le plan politique au Togo, elles sont très peu à être à la tête des partis politiques. Kafui Brigitte Adjamago Johnson est la première femme candidate à une élection présidentielle au Togo. Elle est membre fondatrice du parti politique Convention démocratique des peuples africains et occupe par ailleurs la présidence de la coalition de l'opposition Combat pour l'alternance politique en 2015. En Afrique de l'Ouest, comme coordinatrice du réseau Women in Law and Development in Africa, en abrégé WILDAF, Kafui Brigitte Adjamago Johnson a joué un rôle clé dans le plaidoyer ayant conduit l'Union africaine à adopter en 2003 le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes en Afrique. Aujourd'hui, depuis quelques années, on cite le Rwanda comme le pays dans lequel il y a, même au-delà de la parité entre hommes et femmes, dans la représentation au Parlement. Le Sénégal a fait des progrès importants aussi dans ce domaine, il n'y a pas longtemps. Et la recommandation que je voudrais faire à l'attention des États est que cette parité, il faut l'inscrire, non seulement dans la Constitution, mais l'accompagner de lois et de mesures concrètes qui permettront de la rendre effective. La population togolaise est composée de plus de 50% de femmes. Malgré cette légère supériorité, elles sont très peu représentatives dans les instances décisionnelles. Et le Togo n'est pas le seul cas en Afrique. Des attitudes et pratiques discriminatoires des hommes, les responsabilités familiales et maternelles, le coût de la campagne électorale et de l'exercice des fonctions politiques sont autant d'éléments qui peuvent dissuader les candidatures féminines aux postes politiques. Un sujet de la rédaction d'Africa 24. Merci beaucoup. Et nous revenons sur ce plateau, d'abord par souci de structuration. Nous allons d'abord planter le décor en faisant l'état des lieux. Alors, Madame Diop, dites-nous, quand vous écoutez le sujet qui a fait un peu le point dans certains pays, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que les femmes sont prises en compte de plus en plus dans les processus de prise de décision dans nos pays? Merci beaucoup. Les femmes sont non seulement prises en compte dans le processus de développement de notre pays et dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique. On s'appesantit beaucoup sur le domaine politique. Mais ce qui est fort important, c'est le rôle prépondérant dans le développement économique, la création de richesses. Elle constitue la cheville ouvrière de l'agriculture. Et qui dit agriculture dit le secteur par excellence sur lequel se base le développement économique de notre continent. Oui, elles y sont, elles sont là, elles contribuent, mais enfin, cette contribution reste à être évaluée et à être reconnue à cette juste valeur. Les femmes sont prises en compte, mais est-ce qu'elles jouent un rôle de premier plan, Madame Tchoukam? Merci de la question. Les femmes sont prises en compte et je voudrais en cela indexer ici la déclaration solennelle des chefs d'État de 2004 qui a planté le socle de la parité hommes-femmes dans les institutions de l'Union africaine et dans les pays africains à travers la déclaration des chefs d'État dont
mis en place le principe de la parité. Ce principe a été repris avec le protocole de Maputo en 2004, à Maputo justement, et c'est ce texte qui inscrit pour la première fois également la parité à l'article 9, paragraphe G. Alors je le dis pourquoi? Parce que si des mesures sont prises ça et là, sans qu'il y ait un socle juridique qui engage les États et, j'allais dire, les oblige, les contraignent à respecter leurs engagements et à prendre des mesures concrètes, on n'est pas sorti de l'ornière. Donc, les femmes sont effectivement prises en compte de ce point de vue. Ça, c'est ce qui est de l'égalité de fait. Maintenant, de droit, pardon, maintenant dans les faits, dans le quotidien des femmes, est-ce qu'on est déjà arrivé à cela? Je dirais qu'il y a des avancées considérables ici et là, et à des vitesses variables, n'est-ce pas? Mais dit que dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation économique des femmes, dans le domaine du leadership politique, l'accès aux postes de décision par les élections, par les nominations, lorsqu'on évalue, n'est-ce pas, ces différentes voies par lesquelles on accède aux espaces de prise de décision, on est en droit de dire qu'il y a quand même, on peut être réservé sur ces questions-là. En revanche, il est important de dire que l'accès des femmes aux postes de décision, la vraie prise en compte des femmes commence par leur présence là où s'élaborent les décisions, là où s'élaborent les plans de développement, là où se conçoivent les cadres de développement, les plans qui vont permettre d'inscrire, n'est-ce pas, les besoins sexo-spécifiques des hommes, des femmes, des jeunes dans la planification, si vous voulez, de l'émergence de l'Afrique. Si on n'a pas intégré véritablement ce facteur-là, ces leviers dans la prise en compte effective des femmes à ces lieux de prise de décision stratégique, je pense qu'on n'aura pas justement effectué, on n'aura pas traduit en mesures concrètes les engagements pris. Merci, Madame Tchoukom. Madame Assoagbo, c'est vrai que sur le principe, oui, on voit parité, mais est-ce que cela veut dire que les décisions qui sont prises mettent beaucoup plus en avant les femmes depuis que la parité s'observe? Est-ce que les décisions qui sont prises continuent d'être un peu ségrégationnistes en mettant la femme au second rang, ou bien désormais on essaie d'impliquer davantage les femmes? Est-ce que vous avez fait ce constat-là? Merci. Moi, je pense que parlons de la parité, c'est un peu plus. On parle plus de quotas. Puisque, à part le Rwanda, qui atteint la parité, la plupart des pays africains essayent d'atteindre le quota de 30%. Et ce qui est encore très difficile. Outre le Rwanda, le Sénégal qui vient d'atteindre 40%, le Cameroun 31% dans l'Assemblée, les autres sont moins de 30%. Donc, on ne pourra même pas parler de la parité actuellement. Oui, actuellement, on tend vers la parité, mais je pense que l'essentiel est d'atteindre d'abord le quota qui est inscrit dans la déclaration solennelle de 2004. Donc, moi, je vais dire que pour que les États soient plus responsables, le protocole de Maputo, qui est le texte primaire, doivent être mis en œuvre. Actuellement, nous avons seulement 37 pays qui ont ratifié. Et au terme de l'article 26 de ce protocole, les États doivent rendre compte de la mise en œuvre auprès de la Commission africaine des droits de l'homme lors de présentation de leur rapport périodique. Malheureusement, au moment où je vous appelle, seuls 5 pays ont rendu compte. Donc, il est très difficile de juger l'évolution de la mise en œuvre du protocole actuellement en Afrique. Mais d'après ce que nous avons appris lors de nos séjours ici, il est évident que beaucoup est en train d'être fait par les pays pour cette mise en œuvre. Mais en matière de prise de décision, comme vous avez bien constaté d'après
C'est ce clip que nous venons de voir. J'ai fait un constat. Je constate que souvent, quand vous faites des démonstrations, vous finissez souvent par dire des choses sont en train d'être faites. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours vraiment positif, parce que, disons les choses ne se font pas vraiment comme ça devrait se faire. Parlons de ce protocole de Maputo, et je pose la question à Mme Umurongi. Le protocole de Maputo, pourquoi il n'est pas ratifié par tous les États signataires? Est-ce que vous comprenez cela, par exemple? Alors, si je comprends, non. Mais la réalité en est que, en fait, les pays ne le considèrent pas au même niveau d'importance. C'est qu'il y a des pays qui, franchement, y mettent beaucoup d'efforts et d'autres moins. Alors, si on dit des choses sont en train d'être faites, c'est parce que les gens, justement, qui sont en charge de mettre tout le processus en marche n'y vont pas comme ils doivent le faire. Donc, voilà, si on doit blâmer quelqu'un, il faut voir les personnes qui sont en position, il faut voir les leaders, les gens qui prennent des décisions qui, justement, ne permettent pas ce processus pour qu'il soit aussi facile. C'est aussi simple que ça. À supposer, et je pose la question à Mme Diop, à supposer qu'il y a un État qui a ratifié normalement, mais qui veut vraiment faire la parité dans son pays, mais est-ce qu'il y a des ressources humaines disponibles pour faire la parité dans nos pays aujourd'hui? Tout à fait. Et nos pays ont de plus en plus des ressources humaines, mais en plus de cela, l'Union africaine, que vous connaissez bien, a également des ressources humaines appropriées. Mais en plus de cela, il y a aussi les Nations Unies d'où je viens, en l'occurrence la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Notre mandat premier, c'est d'appuyer les États à mettre en œuvre leur engagement envers l'égalité des femmes et la promotion, l'égalité des genres et la promotion de la femme. Et cet appui technique, on le fait justement en regardant de manière tout à fait concrète ce que demande le protocole, par exemple. Parce que le protocole est tellement holistique. Il nous montre que vous ne pouvez pas répondre aux besoins de la femme, aux besoins économiques, c'est-à-dire accès à l'emploi, accès aux ressources financières, accès à la terre, sans répondre aux besoins sociaux, en l'occurrence, accès à l'éducation et l'éducation de qualité. C'est tellement mutuellement réciproque et ça se renforce mutuellement qu'on essaie de faire cela. Et je vais vous donner un exemple très précis. Pour justement répondre aux demandes, différentes demandes de nos pays membres, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CIA, a développé un index pour le genre et développement en Afrique. Très rapidement, cet index vise à fournir aux pays membres un cadre, un outil qui leur permet de dire, voilà, nous avons signé cela. Où est-ce qu'on en est au niveau de la mise en œuvre? Où est-ce qu'on en est au niveau des défis que nous avons eus? Et qu'est-ce qu'on va faire pour les relever? Et cet index a été mis en place sur la demande des États membres pour les accompagner. Plus récemment, comme vous le savez, l'Union africaine, depuis l'année dernière, avec l'appui de la technique de la CIA, a développé un scorecard sur le genre et le développement en Afrique, qui permet également aux pays membres de dire, voilà où nous en sommes, nous avons des problèmes, aidez-nous en termes d'appui technique, aidez-nous en termes d'appui financier. Quel est en fait notre mandat et on essaie de faire? Oui, c'est possible de le faire, mais vraiment ce qui est important, ce qui est prépondérant, c'est qu'il y ait cette volonté politique. La volonté politique est disparate. Ça peut être sur les papiers, c'en est une chose. Mais la mettre en évidence, et la mettre en évidence effectivement, c'en est une autre. Et telle est la vérité éprouvée. Madame Tchoukom, est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi des dirigeants en ne voulant pas impliquer davantage les femmes? Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou bien il y a quelque chose, de manière objective, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui les dérange? Parce que les hommes, ils ont comme épouse des femmes. Mais pourquoi ils relèguent les femmes au second rang? Il doit avoir nécessairement une explication objective à cela. Ah bon, donc je voudrais d'abord dire c'est Madame Difo. Tchounkam est épouse de Difo, donc c'est Madame Difo. Alors je n'irai pas jusqu'à penser que nos États soient de mauvaise foi, parce que la plupart ont ratifié le protocole de Maputo. Oui. Je parle pour ma chapelle, je suis du Cameroun. Oui. Et le Cameroun, en ce qui le concerne, a ratifié le protocole de Maputo en 2009. Et tout de suite, en 2012, n'est-ce pas, lorsqu'il fallait adopter une loi portant code électoral, nous avons intégré le code électoral. La voix de la société civile a été suivie avec d'autres partenaires et le genre a été intégré, a été pris en compte dans le code électoral à travers une dizaine d'articles. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle, et je suis d'accord avec Mme Diop, sur le caractère transversal des dispositions du protocole de Maputo, nous voyons aujourd'hui la prise en compte des femmes rurales.
dans le processus de développement. Nous avons mis en place, avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille au Cameroun, un programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes pour un meilleur leadership. Cette autonomisation économique est fort réclamée par le protocole de Maputo, plus spécifiquement en ce qui concerne même les femmes rurales, c'est-à-dire celles-là qui sont pour la plupart du temps abandonnées sur le chemin du développement. La locomotive ne les intégrait pas. Je ne peux pas dire que c'est une question de mauvaise foi parce que dans une nation, tous les peuples, toutes les populations, hommes comme femmes, sont des citoyens de la nation. On est citoyen d'une nation, on ne naît pas et puis on se bat pour devenir... Mais pourquoi est-ce qu'un s'exprime sur l'autre alors? Tout simplement parce que, il faut le dire, nos sociétés ont été construites sur des bases androcentriques. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont été les premiers sur la sphère politique, dans le champ politique, dans le champ public. Et les femmes, culturellement, et aujourd'hui, c'est une question structurelle, il faut déstructurer cela. Sur le champ public, les femmes doivent se frayer une voie. Elles cherchent à se frayer une voie et nous nous battons pour cela sur deux fronts, à savoir interpeller les gouvernements, les pouvoirs publics, à ce qu'ils comprennent que les femmes comme les hommes sont des citoyens à part égale et que le capital humain, le capital social doit être également mobilisé pour la contribution au développement. Mais nous appelons aussi les femmes, parce qu'on ne force pas une femme à devenir femme publique dans la sphère publique. Oui. Nous éveillons la conscience politique des femmes, celles-là qui n'ont pas encore compris qu'en réalité faire de la politique, c'est s'intéresser au débat public, c'est s'intéresser au développement de sa localité, c'est dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de services primaires de base qui accompagnent le développement. Qu'est-ce qui se passe? C'est de questionner ce qui gouverne nos États, ce qui gouverne dans la localité. Nous amenons donc les femmes au niveau local à avoir cette conscience politique, mais nous aiguisons également la conscience politique de celles qui sont en poste en leur disant « vous y avez été portés, il faut bien qu'on puisse mesurer, n'est-ce pas, en qualité et en substance, votre contribution à l'amélioration des lois. Le code de la famille, par exemple, au Cameroun, les femmes se battent pour les sortir des tiroirs. Et nous pensons justement qu'une fois qu'elles sont là, elles doivent pouvoir influencer le cours des choses pour une gouvernance un peu plus inclusive. Nous parlons bien d'Afrique, de développement inclusif en Afrique. Il faut que ce développement parte de la base avec une gouvernance inclusive qui interpelle les femmes elles-mêmes et qui se mobilise, n'est-ce pas, à travers, par exemple, une chaîne de solidarité pour se frayer un passage dans cette locomotive. J'ai fait un constat, c'est que dans plusieurs pays sur le continent, on a instauré la gratuité de l'école, de la scolarisation pour les filles, les petites filles. Et par conséquent, est-ce qu'on n'est pas en train d'identifier par là qu'il n'y a pas eu suffisamment de femmes instruites dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait ce constat? Oui, au début, en tout cas moi, même au boulot, on en discute, c'est qu'il y a les femmes qui ont été en fait portées dans des places qu'on peut discuter, on peut dire en fait elles ne le méritaient pas, mais de l'autre côté il faut dire que aussi ce quota, cette parité c'est très important parce que ça a un impact psychologique vraiment trop grand, même pour les petites filles qui restent au village, même pour les autres femmes, c'est important de voir qu'il y a... Mais la question que je pose, c'est qu'à force de dire parité aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des personnes qui occupent des postes mais ne les méritant pas parce qu'on n'en trouve pas suffisamment ayant été formé pour le poste. Non, moi je ne suis pas d'accord, parce que dans le processus, les ressources humaines, ça se crée en fait. Ça se construit, c'est un processus, tu vas du point A au point B. Il faut attendre beaucoup. Si aujourd'hui les hommes occupent beaucoup de places et on veut avoir beaucoup de femmes aussi et formées pour un certain nombre de postes, il va falloir attendre que celles qui vont à l'école aujourd'hui aient le temps de finir leur scolarité. Sans blesser les hommes, à vrai dire. Pourquoi faut-il que, lorsqu'il s'agit de nommer les femmes, la question de la compétence, de l'expertise, elle doit être meilleure en tout? Vous pensez que la question se pose pas quand il s'agit de nommer les hommes? Je ne pense pas que ça l'ait été jusque-là. Mais les femmes ont toujours été vues un peu comme un mauvais risque. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le pouvoir? La question se pose très sincèrement de ce point de vue. Mais je voudrais en même temps attirer votre attention sur le fait que culturellement,
culturellement, lorsque nos parents n'avaient pas suffisamment de ressources, ils préféraient envoyer le jeune garçon à l'école et la jeune fille, on la destinait tranquillement au mariage. Ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Oui. Mais comment faire pour... Et ça a permis de creuser un gap. Un gap qu'il faut combler aujourd'hui. Et sur le chemin, il faut le combler. Et puis, il faut prendre les taureaux par les cornes, amener les femmes elles-mêmes à démystifier la chose publique. C'est-à-dire, c'était tel que, finalement, bon, la politique, la chose publique, c'est l'affaire des hommes, c'est leur chasse gardée. Aujourd'hui, on a tellement de choses à faire, mais je ne suis pas d'accord avec vous qu'il faille attendre si longtemps, parce que nous avons, avec l'Union africaine, dans l'agenda 2063, les femmes, les jeunes, les hommes, les garçons sont au cœur de cet agenda et il est question de renforcer les capacités des cibles, y compris même des hommes. On a le temps de revenir. Madame Assoaboa, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gap qui a été créé pour des raisons historiques, est-ce qu'aujourd'hui le gap là se ferme de manière qualitative? Oui, oui. Oui, mais avant d'y arriver, vous avez posé une question sur la ratification que j'aimerais y revenir. Sur le traité de Maputo. Oui, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ratifié, parce qu'ils estiment qu'ils font déjà assez pour leurs citoyennes, outre le protocole de Maputo. Et il y a d'autres qui pensent que le Maputo a introduit certaines valeurs qui ne sont pas africaines. Par exemple, l'avortement médicalisé. Parce que même parmi ceux qui ont ratifié, il y a au moins 5 pays qui ont fait des réserves sur l'article 14 qui parle des droits de santé reproductive des femmes. Donc il y a tout ça qui sont des considérations par les États pour n'avoir pas ratifié. Parlons maintenant de GAP. Beaucoup de pays maintenant ont décrété l'éducation gratuite pour maternelle et primaire. Maintenant, quel est le taux de rétention après le maternelle? C'est ça le problème et c'est là où le GAP peut continuer. Parce qu'après le primaire, pour aller au collège, les filles tombent, ne continuent pas. Pour plusieurs raisons. La pauvreté est une des raisons. Les mariages forcés ou précoces à cause encore de la pauvreté. Des risques de pregnancy. Les grossesses précoces qui les exposent à sortir de l'école et tout ça. Donc je pense qu'il faut beaucoup de temps. Moi je dirais beaucoup de temps parce que tant que ce gap continue, il faudra beaucoup de temps. Mais nous disons quand même que pour l'instant, là où il y a une possibilité, surtout par la procédure qui a été adoptée par l'Union africaine, on voit que dans les élections, on insiste sur cette parité entre les hommes et les femmes. Et je pense que si tous les pays africains adoptent ce système, progressivement, ce gap sera fermé. Donc, adoption, d'accord, mais comment faire le suivi après, on verra. Tout cela dans la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, sachez que nous sommes en direct de Rwanda, émission organisée en marge du sommet, du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici au pays des 1000 collines. Gardez le court, on marque une pause, on retrouve dans quelques instants.